Alors on a parlé de design, d'ingénierie, J'y on vais. a parlé de films. Du coup, maintenant on va peut-être aussi parler d'autres choses, et de l'artisanat, des savoir-faire d'excellence, qui sont aussi très souvent très très polluants. Donc tu Oui, vas, très très polluant. donc tu vas nous en dire un petit peu plus, Ouais, et voir justement comment le vivant peut agir et à différentes échelles à ce niveau-là. tout à fait. Merci Tony. Merci. Déjà, merci à toi, Gillian, pour l'invitation. Je vais commencer un petit peu par vous parler de mon parcours. Moi, je suis designer de formation. J'ai rencontré pendant mes études en 2005, pardon, je parle pas bien dans le micro, un designer textile qui s'appelle Tsurigeta. Et j'ai découvert avec lui ce qu'était l'ennoblissement des étoffes. Donc, ennoblir une étoffe, ça consiste à la traiter de manière chimique ou mécanique afin de lui donner certaines particularités esthétiques et techniques. Donc, j'étais fasciné par son univers organique et toutes les techniques artisanales qui l'entouraient. Et j'ai travaillé au sein de son atelier pendant 7 ans, suite à mes études, sur la création de textiles, sur la mise en volume de ces textiles et sur leur mise en espace également. Et puis sur des bijoux, et seulement le matériau et la technique avec laquelle on travaillait quotidiennement, donc on travaillait avec du silicone. Le matériau reçoit un label de toxicité en mars 2016, ce qui va me décider à partir de l'atelier dans les 2 mois qui suivent. Et ça coïncide avec les portes ouvertes du master création et technologie contemporaine qui est dirigé par, enfin dirigé, par Armand à l'ENSI. Et je vois à travers le master un moyen de réorienter ma pratique. Donc je vais assister en janvier dernier à une semaine d'intensif à l'école sur l'éco-conception. Et je vais découvrir la question du biomimétisme à travers un séminaire que mène Gillian. Je vais lui demander de me suivre sur le projet que je suis en train de penser pour le master. Et donc, après avoir travaillé plusieurs années dans un univers inspiré de la nature et paradoxalement très polluant dans l'utilisation des matériaux, je décide d'orienter mon projet de master sur les pollutions de l'ennoblissement textile et l'amélioration des processus de fabrication. Et dans un premier temps, je vais trouver beaucoup de chiffres sur l'industrie textile, très peu sur l'artisanat. Donc l'industrie textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. Et c'est vrai qu'on en parle moins dans l'artisanat, mais je sais par expérience que les métiers d'art et les savoir-faire manuels ont aussi un impact négatif sur l'environnement et la santé. Donc j'habite à Paris dans le quartier des Gobelins où la rivière de la Bièvre traversait la ville pour se jeter dans la Seine jusqu'à ce qu'elle soit ensevelie au début du XXe siècle pour insalubrité. Donc depuis le XVe siècle, il y a différents corps de métier, des manufactures qui se sont installées sur les rives de la Bièvre, et en particulier les tanneries et les teintureries qui l'ont excessivement polluée. Donc c'est un exemple que je trouve encore relativement récent, ça fait un siècle, mais j'ai trouvé que c'était quand même un exemple intéressant. Et j'ai choisi d'apposer à cet exemple-là un travail innovant, c'est celui de la designer textile Audrey Natsé-Chesia, qui utilise l'impression classique avec des teintures produites par des bactéries synthétiques. Donc je réalise avec ce travail qu'on peut envisager l'ennoblissement textile de manière durable. Et j'ai une crainte en revanche, c'est que ce type de nouvelles recherches pourrait empêcher certains artisans de s'en emparer, par peur que ça dénature leur savoir-faire, qu'il y ait un manque aussi de précision dans les techniques, ou que ça transforme les imaginaires ou une identité culturelle sur le savoir-faire lui-même. Donc j'ai plutôt envisagé de me placer en amont des savoir-faire de l'ennoblissement textile, et je vais constituer un nouveau répertoire de techniques, d'outils et de matériaux à la fois innovants et compatibles avec notre environnement. Et pour ça, je vais réaliser un état de l'art à partir duquel je vais concevoir un système de cartes. Donc c'est à la fois un outil de veille, un outil de recherche et un outil de conception qui tend à évoluer. Et je vais utiliser un code couleur par catégorie de contenu. Donc en beige, on va avoir les savoir-faire de l'ennoblissement textile. Pour chaque carte, en fait, je vais essayer de dégager les techniques, les outils, les caractéristiques et les enjeux. Et donc, pour les savoir-faire de l'ennoblissement textile, je vais surtout dégager les déchets qu'ils génèrent. En camaïeu de bleu, on va avoir les nouvelles ressources et les biotechnologies. Et en orange, les outils de design auxquels je peux faire appel pour élaborer un projet.
Et donc, en partant d'un savoir-faire manuel, je vais tracer un chemin de pensée pour former une hypothèse de création et répondre à ma problématique initiale. Et à partir de cette méthodologie, j'ai réalisé 8 hypothèses de création, contenant pour chacune un titre, un texte court formulant le concept et un photomontage pour l'illustrer. Donc, j'ai choisi de développer 3 hypothèses au sein du master et je me suis penché un temps sur une 4e que j'ai intitulée Cosméo, qui est inspirée d'un phénomène physique que Laura a évoqué tout à l'heure, phénomène de coloration qu'on retrouve dans la nature, notamment sur les reflets irisés de la nacre. Et donc, mon concept, c'est d'envisager de colorer les textiles par interférence lumineuse afin de ménager nos ressources d'eau. Je vais réaliser, comme pour chacun des projets qui vont suivre, un cahier de laboratoire en ligne qui me permet à la fois d'archiver la progression de la recherche et d'ouvrir mes sources aux experts qui pourraient orienter le projet. Et j'ai rencontré pour l'expertise technique de ce projet Caroline Bouvier, qui est étudiante en chimie à Paris Tech, et Cédric Bégon, qui est directeur de l'innovation chez Chanel dans les cosmétiques, justement. Et la recherche s'est précisée. D'une part, j'ai réalisé que j'allais utiliser un savoir-faire d'ennoblissement durable, du fait qu'il soit mécanique et non chimique. C'est le moirage textile. Donc le moirage, ça consiste à écraser les fibres d'une étoffe l'une contre l'autre, afin de créer des variations lumineuses sur la matière. Et d'autre part, je m'inspire de la technique qui est utilisée dans la fabrication des verres polarisants. Et l'idée, c'est d'enduire un tissu moiré blanc d'un liant naturel contenant une poudre de nacre. Alors pour que l'interférence fonctionne, il faut que la poudre intégrée au liant soit imprégnée sur l'étoffe par électromagnétisme. Ça, c'est la première idée, dans l'idéal. Et je vais vite me rendre compte que je suis limité par les moyens techniques et des contraintes de temps déjà pour effectuer ce projet. Donc je l'ai laissé à l'état de recherche durant le master, et là je le poursuis aujourd'hui. D'ailleurs, je lui donne une nouvelle orientation. Mais on va passer plutôt aux 3 projets que j'ai développés durant l'année de master. Donc j'ai intitulé le premier concept Spiruwheel. Et à travers ce concept, je propose à l'artisan teinturier de poser un regard sur une nouvelle ressource qui serait moins impactante que les colorants synthétiques utilisés en teinture. Et pour définir les risques polluants d'un atelier de teinture classique, j'ai mis en place un partenariat avec l'atelier de teinture de la Manufacture des Gobelins, qui référence aujourd'hui plus de 22 000 nuances de couleurs pour la confection de tapisseries d'exception. Et en fait, l'idée du concept Spiruwheel, c'est de proposer une relecture des recettes de couleurs qui forment le cercle chromatique, qui a été formé par le chimiste Michel Eugène Chevreul au milieu du 19e siècle, lorsqu'il dirigeait la manufacture, donc par des pigments extraits d'une microalgue. Donc cette nouvelle ressource, c'est la spiruline. La spiruline, c'est une microalgue à contenance en pigments. Elle contient 3 pigments de base: le rouge, les caroténoïdes, le vert, la chlorophylle, et le bleu, la phycocyanine. Et donc la culture de la spiruline, elle est en forte croissance en France pour ses bienfaits nutritionnels. Et contrairement à l'agriculture, l'algoculture a de faibles besoins en eau, et la croissance des algues est plus rapide. Donc pour mes recherches sur la spiruline, j'ai contacté le CEVA, qui est le Centre d'études et de valorisation des algues à Pleubian, en Côte-d'Armor. Et la chef de projet algoculture m'a amené à réaliser rapidement que l'extraction naturelle des pigments de la spiruline nécessitait de travailler en laboratoire avec un certain investissement financier. Encore une fois, j'étais un peu limité par les contraintes de temps pour le master. Et elle m'a orienté, pour commencer, sur de la spiruline déshydratée, donc en poudre, pour effectuer des premiers tests en poudre en paillettes. Donc avec la chef de l'atelier de teinture des Gobelins, Sylvie Sicaleschi, on a commencé des recettes de teinture classique à chaud, avec plusieurs bains acides. Mais ni rouge, ni bleu, ni vert n'apparaissent. On ne le voit pas très bien sur l'écran. C'est plutôt un jaune pâle et un grisé qu'on a au tout début, jusqu'à ce qu'une petite découverte retienne notre attention. Les ustensiles posés sur les papiers absorbants qu'on utilisait lors de nos recettes de teinture diffusent finalement le colorant bleu, donc la phycocyanine. Et on se rend compte donc que les pigments s'extraient à froid et par diffusion. Et du coup, je vais tenter de reproduire à l'identique ce protocole
je vais mettre plutôt en place un protocole de recette pour reproduire cet effet sur des petits échantillons de laine que je vais enduire de pâte de spiruline, donc un mélange d'eau et de spiruline, 2 tiers de spiruline pour 1 tiers d'eau. Et on voit, bon là vous le voyez peut-être pas très bien, mais en tout cas on voit clairement les pigments s'extraire sur la fibre. Et par ailleurs, je vais réunir les ingrédients nécessaires à la création de variations colorées. Donc c'est ce qu'on appelle les mordants. Les mordants, c'est des bases minérales qui permettent à la fois aux pigments de varier en couleur, mais aussi de se fixer tout simplement sur la fibre et sur la laine. Et pour les poudres, j'ai utilisé donc de l'alun, du sulfate de fer et du chlorure de sodium. Et pour les liquides, j'ai utilisé des chimies propres, donc de l'alcool absolu, de l'éthanol, de l'eau oxygénée et du vinaigre blanc. Et j'arrive enfin, avec ces combinaisons, à obtenir les 3 couleurs de base, donc le bleu, le vert et le rouge. Mais je vais tenter de reproduire à l'identique les recettes et je vais jamais réussir à obtenir de résultats. Donc je commence à comprendre la notion d'aléatoire qu'entoure la teinture végétale et je mesure également l'infini de la recherche. Donc je vais plutôt décider de dessiner un dispositif d'expérimentation qui puisse être également un dispositif de démonstration du procédé d'extraction colorée. Et je vais orienter les dessins 3D du dispositif sur la mise en scène des flacons contenant les ingrédients et sur la suspension des échantillons test. Donc voilà, en image, un petit scénario de recette appliqué au dispositif. D'un côté, le plateau est laissé vide pour venir composer son mélange de spiruline et d'eau, imprégner la laine, et puis après travailler la diffusion, donc soit par vaporisation, soit avec une pipette, donc avec une base de mordant liquide. Là, en l'occurrence, sur l'image, c'est du vinaigre blanc. Et donc ce petit laboratoire, je le vois comme un outil de recherche à valeur pédagogique. D'une part, il me permet de poursuivre les procédés d'extraction colorée. Et puis d'autre part, je me dis que c'est un outil de communication parce qu'il me permet aussi, par le biais d'ateliers où l'idée c'est d'organiser tout simplement des workshops, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser des artisans teinturiers à l'utilisation de ressources propres. On va passer au deuxième projet que j'ai intitulé Scoby Print. Donc Gillian en a parlé en introduction. Ça concerne ici la cellulose bactérienne. Donc j'ai proposé à travers ce concept de remplacer les encres polluantes qui sont utilisées en sérigraphie par un biomatériau, donc la cellulose qu'on appelle bactérienne, qu'on appelle aussi Scoby en anglais. Et j'entends au départ questionner, à travers l'induction textile de ce matériau vivant, notre rapport à la peau et à la matérialité. Donc je me suis mis en contact pour ce projet avec le laboratoire communautaire Open Biofabric, qui reprend les recherches de Suzanne Lee dont parlait Gillian tout à l'heure. Donc, la philosophie de ce laboratoire, il consiste à développer la production de textiles cultivés avec des scobies. Donc une souche de SCOBY, elle est obtenue à partir de thé fermenté, de sucre et de vinaigre. Et j'entre en contact avec les membres d'Open Biofabric, la fondatrice Sabrina Maroc et un partenaire biologiste, Xavier Coadic. Et je vais leur proposer d'ennoblir cette cellulose en l'utilisant comme une matière première durable à allier à d'autres étoffes et en particulier sur des tissus à recycler. Donc je vais commencer mes premières expérimentations à partir des souches que j'ai cultivées à l'école. Et je vais décider d'expérimenter la sérigraphie en broyant une souche et en essayant de la faire passer à travers le cadre. Alors c'est assez compliqué, ça ne marche pas très bien au début. Et les recettes ensuite, elles vont s'affiner. Je vais utiliser que le liquide bactérien et je vais y ajouter des colorants alimentaires naturels. Pour ne pas le perturber. Et je vais le gélifier avec un gélifiant à base d'algues de l'agar-agar pour obtenir la bonne consistance. Et on peut voir un peu en image que le motif commence à être de mieux en mieux respecté. Pardon. Hop. Et pour travailler donc sur la coloration naturelle des liquides de culture, le biologiste Xavier Coadic me propose d'intégrer sa recherche expérimentale sur la cohabitation gazeuse entre une plante et une culture de SCOBY. Donc j'imagine qu'une plante tintoriale à contenance en pigments pourrait filtrer donc, les gaz de la culture de SCOBY qui est en fermentation par la terre et le colorer, venir colorer le liquide de culture avec les récoltes de la plante une fois broyées et séchées
à la suite, j'ai commencé donc cette expérience qu'on peut voir dans l'expo en bas. Donc la culture fonctionne, mais j'ai pas encore pu tester la coloration des liquides. Donc je sais pas encore si ça fonctionne. Donc en attendant, j'ai continué de travailler avec les colorants alimentaires, avec des pigments naturels comme de la goude, de la garance et de l'indigo. Et il y a une propriété intéressante qui est apparue avec la cellulose bactérienne, c'est que le liquide bactérien rigidifie le tissu. J'ai donc choisi d'imprimer un motif géométrique simple en démonstration qui permet à un tissu ennobli de cellulose d'être plié, en fait, tout simplement. Et à partir de ces expériences, j'ai imaginé un cycle de fabrication vertueux qui pouvait intégrer la ressource, donc la culture de cellulose, sa coloration en cohabitation avec des végétaux, le processus de sérigraphie que j'ai mis au point sur des tissus à recycler, et une seconde vie pour le textile ennobli, et la fin de vie du produit. L'idée, ce serait qu'il puisse partir au compost avec des enzymes naturelles. Donc pour concrétiser ce cycle d'impression, j'ai dessiné un outil système qui me permettrait de poursuivre la culture et le procédé de recherche. L'idée, c'était d'adapter un brancard d'hôpital et du matériel à récupérer, puisque Open Biofabric, donc c'est le mouvement Makers en open source, tout le monde peut être artisan et acteur responsable grâce à la communauté. Et donc la récupération d'outils et de matières premières, c'est l'un des fondements du mouvement Maker. Là, l'idée, c'était qu'une planche de bois vienne remplacer une partie du matelas d'un brancard d'hôpital, qu'on supprime une partie aussi du garde-corps et qu'on conserve le dossier en support d'impression. Et donc sur cet outil d'ennoblissement viendraient cohabiter les plantes sur le garde-corps et la culture de cellulose sur la plateforme inférieure avec les solutions colorées qui en découlent. Donc notre projet avec Open Biofabric, ce serait d'organiser un workshop pour la fabrication de cet outil système. Et on avait pensé initialement à l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui est installé dans le 14e sous le nom des Grands Voisins et qui accueille des projets communautaires et pédagogiques. Et je vais passer au dernier et troisième projet qui s'appelle Slow Dévore et que j'ai axé sur un autre savoir-faire qui est le dévorage textile. Donc cette technique, elle est destinée à détruire chimiquement certaines fibres d'une étoffe pour en révéler la transparence. La destruction, elle se fait à l'aide d'une pâte chauffée sur un support qui est spécialement conçu pour ce procédé d'impression. Donc c'est un support qui est composé de fibres synthétiques et de fibres naturelles. Et j'ai conçu le projet Slow Dévore comme une pratique alternative à ce procédé d'ennoblissement nocif. Donc j'ai imaginé qu'en suivant le dessin d'un motif, un animal décomposeur de fibres pourrait venir lentement ennoblir l'étoffe en transparence. J'avais pensé initialement à l'escargot qui ronge la cellulose végétale, mais la plupart des tissus qui sont produits pour le dévorage textile sont composés pour la plupart de soie et donc d'origine animale. Et j'ai continué de diriger ma recherche du coup vers d'autres décomposeurs textiles et je suis rentré en contact avec deux entomologistes, Hervé Guyot qui est responsable de l'Office pour la protection des insectes et leur environnement et l'entomologiste Patrick Beuchorn. Donc il y a 4 espèces qui sont ressorties, les mythes, les chenilles et 2 types de coléoptères. J'ai mis de côté les mythes qui n'existaient pas dans l'élevage de l'opi et les chenilles parce qu'elles se nourrissent comme l'escargot de base végétale. Et j'ai donc travaillé avec les coléoptères, des vers de farine et des dermestes péruviens. Donc l'idée, en fait, avant de passer à leur taille adulte, les larves rongent toutes sortes de matières organiques pour effectuer leur stade de mue. Et elles sont d'ailleurs utilisées en muséographie pour nettoyer les squelettes. Donc sur les conseils des experts, j'ai conçu un schéma du processus de dévorage textile durable. J'ai imaginé les outils qui me permettraient de diriger les décomposeurs. Je suis parti d'un tambour à broder que j'ai pris comme un tambour à dévorer si on y ajoutait un pochoir pour diriger les espèces. Et donc dans ce cycle, les insectes prennent le statut d'artisan en produisant le tissu, donc le ver à soie qui est au début de la chaîne, le Bombyx mori, et en le sublimant avec les décomposeurs textiles à la fin, le ver de farine ou le dermeste. Et pour effectuer mes expériences, j'ai dessiné un dispositif que j'ai conçu comme un cabinet de curiosité qui viendra accueillir et valoriser le travail des petits artisans. Donc le cadre à dévorer et le pochoir devant recevoir le tissu viennent se placer sur un piétement pour laisser passer l'air par le dessous et un tube que j'ai pensé en verre fumé dégradé avec un interstice de lumière vient s'emboîter sur le cadre
Donc l'interstice pour venir observer discrètement leur travail et en verre fumé pour les protéger de la lumière. Et puis le couvercle au-dessus pour venir refermer le dispositif. Il est pensé au même diamètre que le cadre, puisque l'idée c'est de pouvoir retourner l'ensemble et venir l'emboîter également sur le piétement et récupérer les espèces lorsque le dévorage est achevé. Donc voilà, on image l'usage du dispositif où je vais placer le tissu et le pochoir sur le piétement et je vais installer les larves donc avec des gants, elles ont des poils urticants et je viens ensuite refermer le tube et poser le couvercle. Donc j'ai fait 3 mois de recherche avec les différentes espèces, donc des Ophobas morios, des Tenebrio molitor qui sont 2 espèces de vers de farine et les dermestes péruviens. J'ai eu peu de résultats avec les 2 premières espèces. Je les ai laissés à chaque fois entre 2, 6 et 8 jours sur des tissus secs, mouillés, imprégnés de farine. Finalement, j'ai commencé à obtenir des résultats avec les dermestes donc qui suivaient bien en fait, la trame de cette petite matrice. Ah oui, j'ai oublié de vous faire passer en fait. Ça, c'est le tissu en ovli. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de repenser le dispositif parce qu'en fait, je les ai laissés, pour les dermestes, je les ai laissés un peu trop longtemps. Vous pouvez voir sur l'image ils font plus la différence entre le tissu naturel qui est sur le dessus, donc le velours de soie, et le synthétique qui est sur le dessous. Et donc l'idée là, c'est de leur penser comme une boîte à pétri. Donc vous voyez, il y a le cadre qui est ici. Donc maintenant, je le pense plutôt suspendu. Une boîte à pétri dans laquelle je vais mettre une seule espèce à la fois, donc que je viens refermer. J'en ai pas ramené aujourd'hui, hein, elles sont en vacances. Et l'idée, c'est de venir les placer directement dans le cadre à dévorer. Et ce dispositif, là, je le repense pour pouvoir le tourner finalement toutes les 6 à 12 heures pour que les larves ne restent pas au même endroit et plutôt obtenir des découpes singulières et uniques. Donc là, je suis plus parti sur de l'aléatoire pour ce projet-là. Et donc la valeur du procédé, là, c'est plutôt le temps d'exécution qui est mis dessus. Voilà, et l'ensemble de cette recherche, je l'ai nommé Symbiosis. Symbiosis, ça veut dire association intime et durable entre 2 organismes différents. Et donc c'est une plateforme ouverte, expérimentale et collaborative qui permet d'incarner de nouveaux imaginaires en tirant parti des contraintes liées aux aléas de la recherche scientifique. Et donc Symbiosis, c'est un atelier de recherche sur la rencontre entre la biologie et l'artisanat, destiné à réorienter l'ennoblissement textile de manière plus durable. Voilà, je vous remercie.